Merci Marc pour ton invitation. Moi, je vais vous parler donc de cas cliniques plutôt axés sur la sacro-iliaque. Bon, a priori, la féssalgie n'a plus de secret pour vous. On pourrait faire plein de cas cliniques différents, il y en a presque autant que de patients, mais j'ai essayé de sélectionner deux cas qui vont vous permettre d'identifier des patients types que vous allez pouvoir recevoir en consultation, même si vous n'avez pas franchement euh, l'envie ou la possibilité de traiter ces pathologies sacro-iliaques. Il faut quand même identifier ces patients pour pouvoir les adresser à des personnes compétentes. Euh, alors, pour le premier cas clinique, on va parler d'une patiente de 65 ans qui arrive à la consultation avec une boiterie comme ça. C'est une patiente qui est très dynamique, peu d'antécédents. On va voir un petit peu après le courrier du médecin traitant. Et donc, rien que le chemin entre la salle de consultation et la salle d'attente était long. Et donc, le courrier du médecin traitant, alors bien qu'il soit court, il y a quand même pas mal d'éléments qui peuvent retenir notre attention. Alors, déjà, comme on a dit tout à l'heure, hein, c'est une réelle enquête policière. Et on va essayer de chercher tous les éléments qui vont pouvoir nous orienter vers une pathologie ou une autre autour de cette féssalgie. Alors déjà, en fait, il s'agit d'une femme. Donc on sait que ça va nous donner une orientation sur le type de pathologie, et notamment de la sacro-iliaque, qui est une pathologie qu'on retrouve bien plus fréquemment chez la femme. Alors il y a une petite erreur pour l'âge, je voulais mettre supérieur à 50 ans. Euh, Bien souvent, ce sont des patients et des patientes surtout qui ont entre 50 et 60 ans sur la première consultation pour ce type de douleur. Elle a un antécédent d'arthrodèse lombaire, cette patiente. Encore un élément en plus qui vous oriente. Et en fait, elle était adressée pour une cruralgie, alors lombocruralgie plutôt, mais avec une espèce d'irradiation qui fait pas franchement, quand on l'interroge, penser à une douleur d'origine radiculaire, mais cette notion de douleur sur la face antérieure de cuisse. La boiterie qui est majeure, vous avez pu la voir, qui est une boiterie d'esquive. Et puis, un élément aussi assez important dans le courrier du médecin traitant, cette histoire de nomadisme médical. Alors ça, c'est assez fréquent, et j'espère que ça le deviendra de moins en moins, puisqu'il y a de plus en plus de personnes formées sur ce type de pathologie. On va avoir vraiment des patients qui ont éclusé un peu tous les médecins et spécialistes autour de ce type de douleur, et finalement, il n'y a aucun diagnostic qui n'a été posé. Donc ça, c'est un élément qui est important quand on a ce type de patient. Alors l'interrogatoire, un interrogatoire policier, hein, on va rechercher toutes les caractéristiques de la douleur et essayer de mettre en évidence notamment le côté mécanique de la douleur. Alors, la patiente, elle le décrit très bien. Elle dit la douleur, elle survient essentiellement à la mise en marche, à la verticalisation, avec certains mouvements également qui vont provoquer la douleur de manière très intense. Alors, chez cette patiente, en l'occurrence, c'était le terrain en pente. Donc, dès qu'il commence à monter un petit peu, ce type de patients vont ressentir une accentuation des douleurs. Le fait de s'installer au poste de conduite dans la voiture, alors probablement c'est le fait de faire une flexion de hanche qui entraîne cette douleur. La chronologie, elle paraît aussi importante à préciser, puisque en fait, on va voir que ce sont la plupart du temps des douleurs qui vont apparaître progressivement. Euh, la plupart du temps également au début, on va avoir des crises qui vont être plus ou moins intenses, mais qui vont avoir tendance à s'aggraver au fur et à mesure du temps. Et donc on en a parlé juste avant, l'irradiation de la douleur, avec une douleur qui va intéresser la région fessière, avec des irradiations qui peuvent être, comme le professeur Hamel nous l'a montré tout à l'heure, de plein de types différents, mais avec tout de même des choses qu'on retrouve plus souvent, et notamment le pli de laine, donc qui peut faire confondre avec un diagnostic de coxarthrose, et la face antérolatérale de cuisse.
Et donc, bien faire caractériser aux patients les caractéristiques de la douleur en elle-même qui ne font pas du tout penser à une douleur radiculaire. Ils ne vont pas vous parler, franchement, de douleur à type de décharge électrique dans les pathologies sacro-iliaques. Alors, cette patiente, donc, elle est venue avec, comme bien souvent, avec déjà un bon paquet d'examens complémentaires. Son IRM lombaire était parfaitement normal, l'arthrodèse bien en place, avec une arthrodèse qui était consolidée, aucun conflit disco-radiculaire pouvant expliquer cette douleur fessière. La radio EOS, il n'y avait aucun souci au niveau de l'équilibre sagittal. Et elle avait également un EMG qui ne montrait aucune atteinte tronculaire ou radiculaire. Alors le diagnostic, bien évidemment, vous en doutez, celui qu'on suspecte, c'est la dysfonction sacro-iliaque. Alors, je vous ai fait cette petite diapo, bon, ça résume rapidement ce qui a été dit avant, mais dès qu'on commence à suspecter ce type de diagnostic, il faut quand même avoir une analyse très fine, aussi bien à l'interrogatoire que cliniquement, puisque on va rechercher des signes qui vont pouvoir nous orienter sur les différents types de pathologies qui ont été cités précédemment. Donc, par exemple, s'il y a une sciatique vraie associée, il va falloir se poser quand même la question du syndrome du périforme. Chez les patients jeunes, Simon en a parlé tout à l'heure, il peut y avoir des conflits fémoro-acétabulaires avec des douleurs postérieures, bien que ce soit rare, mais ça peut ils peuvent quand même très bien arriver à votre consultation. Et il va falloir détecter et surtout éliminer ce type de pathologie. Bien sûr, toutes les pathologies inflammatoires, rhumatologiques, qu'on va retrouver avec des douleurs qui sont pas du tout les mêmes que dans la dysfonction sacro-iliaque mécanique, tant sur l'horaire que sur la chronologie des douleurs. Et donc là, il ne faudra pas hésiter à envoyer et à botter en touche pour envoyer le patient ou la patiente chez les rhumatologues pour un bilan plus approfondi. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de cette patiente? Donc, on suspecte fortement la dysfonction sacro-iliaque. Il va falloir la confirmer maintenant, cette dysfonction, cette potentielle dysfonction. Et donc là, on n'a pas beaucoup d'armes, comme on en a parlé avant. Ce qui fonctionne très bien, c'est le bloc test. Alors, le bloc test, il faut qu'il soit répété. Hein. Vraiment, on a déjà suffisamment de difficultés à diagnostiquer ce genre de pathologie. Le bloc test, il ne s'agit pas de se lancer dans une chirurgie avec un seul bloc test, à mon sens. C'est trop risqué étant donné qu'on a un faisceau d'arguments, mais pas vraiment d'examen qui va pouvoir nous certifier de la présence de cette pathologie. Bien sûr, l'attitude médico-rééducative qui va permettre dans les dysfonctions sacro-iliaques débutantes de pouvoir temporiser une éventuelle prise en charge chirurgicale avec, dans certains cas, une bonne efficacité de ce traitement médico-rééducatif et éventuellement la mise en place d'orthèses. Et bien sûr, le traitement chirurgical. Donc, là, je vous avais mis une patiente avec vous l'avez vu, une boiterie majeure, un handicap majeur en lien avec cette dysfonction sacro-iliaque qui a bien entendu été confirmée par 2 blocs tests sacro-iliaques. Et donc, on a décidé de lui faire une arthrodèse à cette patiente. Voilà le résultat de l'arthrodèse à J45. Alors, ce n'est pas magique, mais on voit déjà qu'il y a une marche qui est beaucoup plus sûre. Et puis, sur le plan des douleurs, la patiente, elle était quand même bien soulagée. Alors 3 mois après, elle revient, la patiente, et puis elle dit « Docteur, les douleurs sont revenues, c'est l'enfer. » Mais quand on commence à l'interroger un peu plus, elle dit que finalement, ces douleurs, elles ne sont pas tout à fait pareilles, elles sont plutôt latérales. Alors ça, je vous ai fait cette diapo plutôt par expérience, parce que j'en ai eu quelques-unes quand même en post-opératoire. Et en fait, il s'avère que de temps en temps, c'est une tendinite du moyen fessier. C'est assez logique, hein, puisque vraiment, il y a un problème de posture, il va y avoir un changement de posture. Vous avez vu sur la boiterie, il va y avoir des modifications posturales, des modifications de la marche dans les suites d'une intervention et qui vont potentiellement amener à avoir des problèmes de tendinopathie qui peuvent être très bien traités par des infiltrations.
pour le cas numéro 2, alors là, on va s'intéresser à un jeune de 20 ans. J'ai choisi de vous présenter ce cas puisque donc à Dijon, on a les orthopédistes du membre inférieur qui font quand même pas mal de traumatologie du bassin. Et finalement, il y en a un bon nombre qui finit à ma consultation une fois opéré pour justement des douleurs de fesses. Et on va voir un petit peu quel type de patient on a à faire. Alors ce patient, donc un patient de 20 ans, qui s'est fait écraser en fait contre un mur par une voiture, vraiment au niveau du bassin, et donc qui avait une rupture de l'anneau pelvien, avec une fracture parasymphysaire bilatérale, et puis une fracture de l'aile iliaque à droite, qui a été ostéosynthésée. Dans les suites de l'intervention, bien sûr, il était polytraumatisé, donc il se remet doucement de son intervention, mais globalement, ça allait plutôt pas mal sur le plan orthopédique, avec l'absence de douleur majeure, une bonne reprise de la marche. Et ce patient, je le revois environ 1 à 2 ans après sa prise en charge initiale d'ostéosynthèse, pour uniquement une féssalgie à droite qui était pour le coup très invalidante chez un patient qui n'était pas tellement du genre à se plaindre, avec une irradiation au niveau du pli de laine également, aucune douleur antérieure sur son ostéosynthèse, et avec un examen clinique qui était plutôt en faveur d'une douleur sacro-iliaque. Donc, les examens complémentaires que j'ai réalisés à ce moment-là, un scanner bien sûr du bassin pour vérifier l'absence de pseudarthrose au niveau de son bassin, une IRM lombaire pour être certain justement d'éliminer aussi un conflit disco-radiculaire lombaire. Et puis, on en a parlé un petit peu tout à l'heure aussi, la scintigraphie osseuse qui peut être d'une bonne aide pour ce type de diagnostic. Et en l'occurrence, ce patient, il avait une hyperfixation assez importante au niveau de la sacro-iliaque à droite sur la scintigraphie, et une absence de fixation sur le reste du matériel. Donc là, je vous pas l'affront de vous représenter tous les tests diagnostiques. Donc, au cours de la consultation, je vous ai dit cette douleur fessière très invalidante, avec également, alors c'était un petit peu spécifique, je l'ai déjà vu chez plusieurs patients qui présentent des troubles sacro-iliaques, une douleur au niveau des organes génitaux externes, avec l'irradiation. Bon, ça dépend bien évidemment de l'innervation aussi de la sacro-iliaque, avec des territoires d'irradiation bien différents, mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver et qui est à rechercher dans l'examen clinique, avec cette douleur assez typique quand même au niveau des organes génitaux. La mobilisation de la hanche était parfaitement normale, avec des amplitudes articulaires tout à fait correctes et aucune douleur particulière à la mobilisation. Et donc il avait 4 des 5 tests de provocation qui étaient positifs. Donc il a eu le droit à ces 2 blocs tests, et dans les suites, donc bien évidemment, étant donné le handicap qu'il présentait, une arthrodèse sacro-iliaque en plus du reste de l'ostéosynthèse. Et donc ce patient, j'ai un recul qui est quand même important, je l'ai revu à 2 ans. Donc il a eu une disparition complète des douleurs entre 6 semaines et 3 mois de la chirurgie d'arthrodèse sacro-iliaque. Il a repris son activité professionnelle assez rapidement, puisque, comme je vous ai dit, il avait un métier physique de mécanicien poids lourd. Et à la consultation à 2 ans, donc on retrouve un petit loosening autour des implants sacro-iliaques, sans conséquence, puisque pas de récidive des douleurs, mais par contre, il me signifiait à la dernière consultation qu'il avait quand même quelques petites douleurs, alors qui étaient bien moins intenses que les douleurs à droite, mais du côté gauche. Si on doit retenir quelques petites choses sur ces 2 cas cliniques, donc vraiment orientés sacro-iliaque, l'interrogatoire est primordial, puisqu'il va vous permettre d'avoir le faisceau d'arguments nécessaires
qui va vous orienter et qui va surtout vous permettre de pouvoir aller jusqu'au test diagnostique. C'est une pathologie qui est quand même relativement fréquente et qui mérite d'être encore plus connue, puisque bon, on en parle depuis maintenant quelques années, mais on a encore trop de patients qui viennent après avoir vu X chirurgiens, médecins, sans qu'aucun diagnostic n'ait été posé et sans que ça n'ait même été évoqué. Un petit retour de comparaison entre les deux cas cliniques. Le fait de suivre pas mal de patients qui ont été opérés du bassin et qui nécessitent éventuellement une arthrodèse sacro-iliaque pour des douleurs importantes, je trouve que les résultats en traumatologie sont meilleurs de l'arthrodèse que sur la pathologie, on va dire, dégénérative post-arthrodèse lombaire, par exemple. En tout cas, alors, est-ce que c'est le type de patient qui fait que les résultats sont meilleurs? Ça, seule la science pourra répondre. Mais en tout cas, personnellement, je trouve qu'il y a de meilleurs résultats sur les arthrodèses en traumatologie. Donc, toujours être bien systématique dans l'approche diagnostique pour éliminer à la fois tous les diagnostics différentiels dont on a parlé tout à l'heure et tout de même, ne pas voir. Alors, c'est un peu le problème hein, quand on commence à en voir beaucoup, on a tendance à en voir partout. Et il faut quand même se limiter et toujours rester bien systématique à la fois dans son interrogatoire, son examen clinique et ses examens complémentaires. Je vous remercie.